Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Géopolitis consacrée cette semaine au Liban. Le Liban qui se retrouve à nouveau dans la peur d'un embrasement. En réponse au massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre dernier, l'armée israélienne dit vouloir viser en particulier les cadres de l'organisation terroriste, y compris au Liban, comme ce fut le cas début janvier à Beyrouth. Et puis dans le sud du Liban, fief du Hezbollah, les échanges de tirs sont réguliers si ce n'est quotidien. Le Hezbollah qui affiche son soutien au Hamas. Nous tenterons de comprendre quelle est l'influence au Liban de ce mouvement chiite, classé lui aussi par de nombreux pays parmi les organisations terroristes. Les camps de réfugiés palestiniens au Liban abriteraient aujourd'hui près de 500 000 personnes. Comment les Palestiniens du Liban observent-ils cette situation? Vous entendrez le récit de notre reporter sur place, mais nous nous poserons aussi la question des relations que les Libanais entretiennent avec les réfugiés palestiniens présents dans le pays depuis 1948. Alors que les tensions sont très vives, le pays subit un effondrement économique particulièrement dramatique, auquel il faut ajouter une crise politique. Dans ce Liban en détresse, l'enseignement public est paralysé par le manque de fonds et les grèves à répétition. Représenté en vert, il se détache majestueusement sur fond blanc. Le cèdre figure au centre du drapeau libanais. Chacun peut voir dans cet emblème national le symbole qu'il affectionne particulièrement, notamment la liberté, l'unité, la stabilité, la paix. Aujourd'hui, plus que jamais, ces mots résonnent et permettent de garder espoir malgré tout. Le pays, dans son histoire récente, a affronté désastres et destructions. Le peuple libanais a souvent été pris en tenaille. Aujourd'hui encore, il se retrouve face aux tensions et à une grave crise politico-économique. Nous allons en parler dans un instant avec notre invité, Daniel Meyer, spécialiste du Liban, auteur de plusieurs ouvrages, notamment de celui-ci, Le Liban du mythe phénicien au péril contemporain, paru aux éditions du Cavalier Bleu. Mais revenons tout d'abord en images et en cartes sur la présence et l'influence du Hezbollah dans le pays. Elsa Anguinolfi. Une frappe à Beyrouth, la capitale libanaise, 3 mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas. À cause de la taille de l'explosion, nous avons couru vers elle. Nous avons vu des morceaux de corps sur le sol, des voitures en feu et l'appartement à l'étage qui était touché. Une attaque attribuée à Israël qui a coûté la vie à un haut responsable du Hamas alors qu'il se trouvait dans la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah libanais. Si l'ennemi envisage de faire la guerre au Liban, nous nous battrons sans retenue, sans règles, sans limites et sans restrictions. Ils savent ce que je veux dire. Le Hezbollah est très influent au Liban, surtout dans certains quartiers de Beyrouth et dans le sud du pays, où une autre frappe attribuée à l'armée israélienne a tué un responsable militaire du mouvement le 8 janvier. Dès le début de la guerre, le Hezbollah a affiché son soutien au Hamas à Gaza. Depuis, les échanges de tirs avec l'armée israélienne le long de la frontière sont réguliers. Le Hezbollah, dont le nom signifie « parti de Dieu », est un mouvement chiite créé pendant la guerre civile libanaise qui a duré de 1975 à 1990 et alors qu'Israël occupe une partie du pays. Sa milice est la seule à ne pas avoir été désarmée à la fin du conflit. Le Hezbollah est soutenu dès l'origine par la République islamique d'Iran, majoritairement chiite. Ces dernières années, Téhéran aurait financé le Hezbollah à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars par an, selon les États-Unis. Le mouvement est dirigé par Hassan Nasrallah. Il est formé d'une branche politique représentée au Parlement libanais depuis 1992. Lors des dernières élections législatives en 2022, le Hezbollah et ses alliés ont perdu leur majorité. Il garde aussi une branche militaire qui compterait approximativement 20 000 combattants et 20 000 réservistes et disposerait de quelques 130 000 roquettes et missiles. Le Hezbollah ou sa branche militaire sont considérés comme des organisations terroristes par de nombreux pays. Le mouvement est également un acteur social important au Liban, parfois qualifié d'État dans l'État, qui distribue des aides et fournit des services médicaux.
Le Parti de Dieu n'a pas été épargné par les critiques, alors que le Liban traverse une profonde crise économique et politique. Aujourd'hui, face à Israël, le Hezbollah semble vouloir éviter une confrontation de grande ampleur. Je pense que le Hezbollah est confus. S'il entre en guerre, il se heurte à un problème avec une partie de la population. Et s'il n'entre pas en guerre, il se heurte également à un problème avec l'autre partie de la population. Le dernier conflit entre le Hezbollah et Israël en 2006 avait fait 1200 victimes côté libanais, 160 côté israélien. Daniel Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Liban, vous enseignez à l'Université de Genève ainsi qu'à Sciences Po Grenoble. La guerre entre Israël et le Hamas menace de s'étendre au Liban. On va revenir sur les risques actuels, bien sûr. Mais tout d'abord, comment comprendre le poids du Hezbollah actuellement? On dit qu'il phagocyte le pays, on dit aussi que c'est un État dans l'État. Comment vous définiriez, vous, cette omniprésence ? Alors effectivement, c'est un mouvement d'une importance cruciale aujourd'hui. C'est un mouvement qui contrôle, on pourrait dire, un agenda politique au Liban en général et avec des extensions régionales très impressionnantes, du fait aussi de sa participation à la guerre en Syrie. Donc c'est un mouvement qui a acquis en quelque sorte une puissance qu'il n'avait peut-être pas il y a encore une quinzaine d'années et une force de conviction aussi politique qui est entre autres liée notamment à son idéologie, l'idéologie khoméniste du schisme iranien, et qui aujourd'hui constitue un élément de mobilisation tout à fait important, en plus évidemment de son arsenal militaire et de son poids politique. On peut ajouter également que de ce point de vue-là, c'est une authentique machine de combat qui est aussi une machine sociale, si j'ose dire, puisqu'il y a tout un service social qui s'occupe de la communauté chiite. Machine de combat, précisément. Que dire des liens entre le Hamas et le Hezbollah? En préparant l'émission, vous m'aviez dit, lors du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre, j'y ai vu l'ombre du Hezbollah. Effectivement, il y a eu un transfert de technologie, ou de technologie, disons, de savoir-faire, plus exactement, plus que de technologie, mais en tout état de cause, il y a une collaboration qui s'est élaborée au fil des années depuis, je dirais, la nouvelle direction du Hamas qui est apparue en 2017 avec Yahya Sinwar et l'arrivée au Liban de Harouri, donc l'organisateur en quelque sorte de la branche militaire qui a, dès 2018, commencé à tisser des liens beaucoup plus sérieux avec le Hezbollah et de ce fait-là a monté en quelque sorte en puissance, chose que le Hamas n'avait pas jusqu'alors au Liban. On parle aujourd'hui même d'1 millier de combattants du Hamas et un arsenal qui est à disposition, qui est celui du Hezbollah, évidemment sous le contrôle du Hezbollah. Et pour bien comprendre ce réseau, il y a les milices, Hamas, Hezbollah, et puis ces liens également avec l'Iran et la Syrie, une alliance baptisée par elle-même Axe de résistance contre les États-Unis et Israël. Oui, effectivement. Et cet axe de la résistance, alors il n'est pas nouveau, mais on pourrait dire qu'il a pris en fait une nouvelle dimension avec ce qui s'appelle l'unité des fronts. Donc l'unité des fronts, c'est-à-dire effectivement élaborer ensemble une stratégie militaire, élaborer ensemble des, je dirais, à travers un bureau de communication, des liens directs entre les différentes formations. Il y a le Hamas, il y a le djihad islamique également. Et puis derrière, bien évidemment, il y a l'Iran qui soutient financièrement le Hamas, qui soutient évidemment financièrement aussi le Hezbollah. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, le risque est réel d'un embrasement généralisé ? Alors, il y a effectivement un risque assez important, mais paradoxalement, il provient peut-être moins finalement de ces formations et davantage de l'attitude d'Israël. Et là, on pense évidemment à la direction israélienne, à Benjamin Netanyahou, qui semble connaître une sorte de fuite en avant. Les États-Unis le reconnaissent aussi, et ils cherchent aussi des alternatives. Netanyahou est probablement aujourd'hui quelqu'un qui est un peu en bout de course politique et qui aurait finalement tout intérêt à ce qu'une nouvelle guerre
éclate avec le Liban. En même temps, les tirs de roquettes envoyés depuis le sud Liban sur Israël, c'est aussi considéré comme une provocation. Bien évidemment. Et c'est à ce titre-là qu'évidemment Israël est justifié de répondre, en quelque sorte. Alors après, il faut regarder un peu dans le détail, dans les proportions. L'envoyé spécial de la RTS, Annabelle Durand, était il y a quelques jours au Liban, au contact de la population libanaise, mais aussi des réfugiés palestiniens au Liban, pour tenter de répondre à ces deux questions. Regardez. Les Libanais soutiennent-ils l'axe de résistance Hamas, Hezbollah, Iran? La moitié des Libanais ne veulent pas être entraînés par le Hezbollah et l'Iran dans une escalade du conflit. Cette guerre dans le sud du Liban, une nouvelle fois avec son voisin, les habitants qui n'appartiennent pas à la communauté chiite la plus radicale disent la subir. Les traumatismes de la guerre avec Israël en 2006 et plus loin de la guerre civile sont encore omniprésents dans un pays englué dans une crise économique sans fond, toujours en quête d'une stabilité politique. Mais les Libanais n'expriment pas face caméra leur désapprobation sur la mainmise du Hezbollah sur le Liban. C'est un fait, le mouvement islamiste chiite a infiltré tout l'appareil sécuritaire et si on a peur des représailles, en revanche, il y a une solidarité sans faille dans ce Liban multiconfessionnel mais à majorité musulmane avec les Palestiniens et la tragédie que vivent les Gazaouis sous les bombes israéliennes. Israël reste l'ennemi du Liban et sa frontière doit être protégée et défendue. Comment les Palestiniens réfugiés au Liban voient-ils le Hamas? Nous avons passé un moment au cœur de Beyrouth-Ouest avec les réfugiés palestiniens de Shatila. Ils se disent prêts à se battre aux côtés du Hamas à Gaza. Depuis 4 mois, la cote du mouvement islamiste et surtout de ses combattants ne cesse d'exploser au Liban. De l'inquiétude au premier jour des attaques du 7 octobre, les Palestiniens sont passés à une colère. Elle s'exprime chaque semaine par des manifestations. Dans les rangs du Hezbollah libanais qui soutient le Hamas et qui a ouvert un front au sud du Liban, certaines factions islamistes qui ont des membres dans les 12 camps palestiniens du pays se battent avec cet axe de la résistance emmené par l'Iran. Enfin, quand vous entrez au cœur de Shatila, vous êtes accueilli par une banderole qui représente Abou Obeida, le porte-parole du Hamas, dans le viseur d'Israël, devenu un modèle pour tous ces jeunes Palestiniens qui ne parlent que de venger les milliers de Gazaouis tués par l'État hébreu depuis le début de sa campagne militaire. Daniel Meyer, Annabelle Durand vient d'évoquer la colère des réfugiés palestiniens, mais aussi le soutien d'une partie de la population libanaise. Comment comprendre cette relation complexe entre les réfugiés palestiniens au Liban et la population libanaise ? Une relation complexe, je pense que c'est le bon mot parce qu'il y a un passif, il y a le passif de la guerre civile. Et probablement que pour une grande partie des Libanais, les Palestiniens continuent à incarner une forme de menace ou, disons, une mémoire douloureuse, une mémoire qui est évidemment celle de combats fratricides, d'affrontements, et puis le rôle de l'OLP au Liban qui a été perçu par une bonne partie des Libanais comme étant un facteur de déstabilisation, sinon même, disent-ils, un facteur lié à vraiment l'existence même de cette guerre civile. Facteur de déstabilisation, n'y a-t-il pas un ras-le-bol de la population libanaise face à ces mouvements, face au Hezbollah, face au poids de l'histoire? Est-ce qu'ils aimeraient pouvoir s'en débarrasser ? Alors sans aucun doute, il y a une volonté que l'on voit davantage du reste avec les réfugiés syriens qu'avec les réfugiés palestiniens. Les réfugiés palestiniens, où pourraient-ils donc aller sinon en exil en Europe ou ailleurs dans le monde? Mais les réfugiés syriens aujourd'hui montrent bien où sont peut-être les preuves d'une espèce de ras-le-bol et dans la population libanaise d'une volonté de comprendre et de s'expliquer dans le fond les malheurs qui les frappent, hein, et notamment les conflits et la crise économique. Crise économique, on va y venir. On se souvient de l'explosion du port de Beyrouth. Est-ce que c'est venu aussi ajouter à ce ras-le-bol parce qu'on a suspecté le Hezbollah d'avoir stocké une partie du nitrate d'ammonium, voilà, qui a explosé pour le compte du régime syrien?
Oui, alors de ce point de vue-là, il y a une énorme frustration de la part de la population face à l'inertie en fait de la procédure juridique qui vise évidemment à mettre en accusation un certain nombre de leaders politiques, de membres de partis, et pas seulement le Hezbollah, mais aussi le Hezbollah bien sûr, et donc une immobilisation en fait de l'enquête qui empêche d'aller plus loin et de lever le voile, et c'est-à-dire d'en savoir plus, parce qu'aujourd'hui, dans le fond, qu'est-ce qu'on en sait de plus que ce que vous avez dit? Pas grand-chose. La catastrophe du port de Beyrouth est venue s'ajouter à la profonde crise économique, précisément au Liban, doublée d'une crise politique qui n'en finit pas, et dont les conséquences touchent particulièrement les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants. L'enseignement public est paralysé par le manque de fonds et les grèves. On va le voir avec Elsa Anguinolfi. Des dizaines d'enseignants libanais rassemblés devant le Parlement. Ils réclament de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail dans les écoles publiques, à quelques jours de la date officielle de la rentrée. Parmi eux, Rana Hariri. Elle n'est pas enseignante, mais soutient leur combat. En tant que mère de 4 enfants, je ne peux pas me permettre de les inscrire dans des écoles privées. Nous ne pouvons pas payer le transport et les fournitures. Maintenant, nous sommes confrontés à un problème supplémentaire. Les enseignants sont en grève et certains élèves doivent rester à la maison. Au cours de la dernière année scolaire, les enfants de Rana Hariri n'ont pas pu aller à l'école pendant 3 mois. Mes enfants restent à la maison, ils regardent par la fenêtre et voient des enfants qui vont dans des écoles privées. Il y a 2 jours, ma fille m'a dit « Maman, quand est-ce qu'on retourne à l'école ?» Mais je ne sais pas quoi lui répondre. Depuis 2019, le Liban traverse une profonde crise économique. La monnaie a perdu plus de 90% de sa valeur. Le pays est aussi en crise politique. Le Parlement n'arrive pas à élire un président. Les services publics manquent de moyens et de personnel. Tout être humain rêve d'avoir un avenir meilleur, de vivre dans un pays meilleur, meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. Tout est cher, la nourriture est chère, l'eau est chère et tous les prix augmentent. Le diesel, l'essence, même le pain. Je suis gênée de dire que j'étais aisée et que maintenant je suis pauvre, ou plutôt que nous étions aisés et que l'État nous a rendus pauvres. Près de 80% de la population libanaise vit dans la pauvreté, selon un rapport publié par l'ONU en 2021. Daniel Meyer, la pauvreté touche les 3/4 de la population. On l'a vu dans le sujet. Vous dites, vous, dans l'ouvrage, que le Liban a connu une sorte d'effondrement économique cataclysmique. On pensait que l'économie d'après-guerre civile au Liban était plutôt prospère. C'était un leurre? Oui. Résolument, c'était un leurre. C'est un leurre qui a été, dans le fond, mis en place directement dans l'après-guerre civile. Parce que dans l'après-guerre civile, dans le fond, les milices qui s'étaient battues se sont retrouvées, tout d'un coup, aux affaires. Et finalement, la façon, on va dire, kleptocratique qu'ils avaient de gérer leur périmètre d'influence s'est transmise, dans le fond, à l'État. Et l'État est devenu une sorte de butin. Finalement, ça ressemble à une énorme escroquerie généralisée où l'ensemble des forces politiques ont joué de concert pour faire main basse, dans le fond, sur les richesses de l'État via, notamment, la reconstruction. Parce que la reconstruction a été un moment clé dans cette stratégie pour faire de l'argent. Alors, c'est assez simple comme mécanisme. Il s'agissait évidemment d'emprunter, de faire emprunter à l'État aux banques privées. Les banques privées libanaises sont possédées par les grandes familles, notamment les grandes familles politiques. Et quand on fait des taux d'usurier, eh bien évidemment, l'État s'endette et les grandes familles bancaires s'enrichissent. Et c'est une des modalités, disons, de cet enrichissement problématique, de cet appauvrissement de l'État, de cette dette qui dépasse 100 milliards aujourd'hui, et dans le fond d'un processus extraordinairement problématique de dépendance de l'État libanais, qui n'est pas un État qui produit des richesses, si vous voulez, c'est pas un État industriel ou un État agricole, et donc qui dépend énormément des investissements financiers qui viennent de l'extérieur. Or, ces investissements se sont taris à partir essentiellement du début de la guerre civile syrienne. Et à ce moment-là, on a commencé à avoir une lente, je dirais,
paupérisation des classes les plus défavorisées. Déjà, une trentaine de % de la population était déjà au niveau de la pauvreté. Mais au tournant de 2019, il y a eu en plus les retraits financiers massifs de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui ont ensuite complètement asséché et paniqué, dans le fond, les banques et le système financier lui-même. Ces dernières années sont dévastatrices, en tout cas pèsent sur le moral des Libanais. Comment s'en sortir maintenant, véritablement? C'est parce que c'est une descente aux enfers. Oui, c'est une descente aux enfers et effectivement, le système D libanais, c'est un système qui, on pense évidemment au précédent de la guerre civile libanaise, que vous avez rappelé, qui est en fait un moment où, dans le fond, on se repose sur la diaspora. La diaspora libanaise, qui est quand même 2 fois plus importante que le nombre de Libanais qu'il y a au Liban, fournit heureusement un certain nombre de fonds. Il y a évidemment aussi le fait que tout le monde exerce plusieurs métiers, plusieurs boulots. Et puis, c'est comme ça qu'on voit maintenant une armée libanaise où chaque membre exerce par ailleurs une fonction de chauffeur de taxi, de boulanger ou quoi que ce soit, et ce qui n'est pas évidemment sans causer des problèmes sur le plan de la vacuité sécuritaire. Le moral est en berne, il y a le poids de l'histoire, il y a le poids des communautés également au Liban. Tout cela est vraiment lourd à porter. Et vous dites, vous, que tout un travail doit être fait pour permettre au Liban d'avancer, précisément, et qui doit commencer, je reprends votre terme, par un rejet de l'amnésie collective. Oui, effectivement, l'amnésie collective, c'est quelque chose qui a été mis en place par l'amnistie lors de la fin de la guerre civile. Donc la loi d'amnistie qui a été votée au début de l'année 91, si je ne me trompe pas, a permis en quelque sorte le retour aux affaires de toutes celles et ceux qui avaient fait profession de tuer, qui avaient dirigé des milices et qui, de ce fait-là, se retrouvaient blanchis. Et puis, finalement, quand on est blanchi, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences, on peut continuer comme avant. Et finalement, ce système néo-milicien s'est transféré au sein de l'État. Ces comportements dont on parlait tout à l'heure sur le plan économique, de prédation, se sont transférés au niveau de l'État, se sont transférés au niveau des pratiques sociales, et finalement a perduré cette logique milicienne qui consiste à, en quelque sorte, contrôler sa communauté, contrôler ses ouailles à travers la redistribution de prébendes, d'argent pris dans les fonds de l'État, précisément. Et c'est une façon qu'ont ces partis politiques, qui ont été presque tous des milices antérieurement, de continuer à contrôler la population. Et vous dites aussi qu'il faudra un nouveau contrat social pour le Liban. Merci beaucoup, Daniel Meyer. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de celui-ci, Le Liban, du mythe phénicien au péril contemporain, paru aux éditions du Cavalier Bleu. Merci beaucoup. Merci à vous. Et précisément, pour envisager un futur, il faut affronter le passé. L'occasion donc de se souvenir que la guerre civile libanaise a dévasté le pays pendant 15 ans, entre 1975 et 1990. Elle a entraîné la mort d'au moins 150 000 personnes. Dans ce reportage de 1989, quelques mois avant la fin de la guerre, un jeune Libanais raconte les combats et explique comment son pays a plongé dans le chaos. Regardez cet extrait tiré de nos archives. Le Liban était dirigé par une coalition de communautés privilégiées constituée principalement de musulmans et de chrétiens. Et cette coalition, dominée par des chrétiens maronites, s'est tout à coup sentie menacée par une nouvelle alliance, composée de Palestiniens et d'une majorité de Libanais les moins privilégiés. Nous nous rendions compte que certaines personnes vivaient très bien au Liban, contrairement à beaucoup d'entre nous. Nous pensions que le pays devait changer, que ses structures devaient exploser. Se promener dans sa propre ville en se sentant banni devenait insupportable. Nous voulions partager les richesses. Nous étions prêts à faire n'importe quoi pour que cela change. Prendre des armes et, si nécessaire, les utiliser. Quand la guerre commença, en 1975, j'avais 16 ans. J'y entrais avec enthousiasme, excité. Nous pensions à l'avenir de notre pays. Au tout début de la guerre, nous nous sentions utiles. Nous combattions dans les montagnes,
dans la zone des grands hôtels, ici et là, un peu partout. Nous ne nous rendions pas compte des problèmes qui se créaient dans le pays. Nous pensions que cette guerre pourrait assouvir nos rêves. Puis ce fut l'impasse et les désillusions et les problèmes. Les combattants commencèrent à tirer sur les autres, au hasard. L'enthousiasme, l'idéalisme se perdirent. Les milices se battaient entre elles. Les guerriers devinrent des gangsters. Tout le monde fumait du hashish. Partout, ce n'était que vol à main armée et intimidation. Merci de votre fidélité. Géopolitis, une émission de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde, est à retrouver en tout temps sur les différentes applications comme sur notre chaîne YouTube. Très belle journée et portez-vous bien.